Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhawat. Bienvenue dans Al Hijra, votre podcast. Moi, c'est Khadija et je suis ravie d'être votre hôte. Ici, on va parler de ce nouveau départ, ce grand voyage, cette merveilleuse adoration. Je vous invite, au travers des témoignages de nos sœurs, à prendre part à la réflexion et à vous demander « Pourquoi pas moi ?» Prenez place, installez-vous confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Farida, bienvenue dans le podcast Al Hijra. Merci. Je suis trop contente. Oui, elle a un grand sourire. Vraiment, elle a un grand sourire sur les lèvres, alhamdulillah. Donc, Farida, je me suis dit que j'allais l'interviewer. Je ne la connaissais pas du tout. Je la suivais sur les réseaux parce qu'elle fait des ateliers parentalité et ça m'intéressait. Maman de 2 enfants en bas âge. Pour ce qui est, enfin, je parle de moi là. Et donc je voulais un peu en apprendre plus et je suivais un peu ce qu'elle faisait sur les réseaux. Et puis j'ai appris qu'elle était en Égypte. Et je me suis dit, bon, bah, je vais la contacter. Et alhamdulillah, elle a accepté de témoigner et de vous raconter sa hijra. Donc on va commencer avec la question que je pose à toutes les sœurs. Comment ta réflexion autour de la hijra a débuté ? Alors, déjà, moi j'ai grandi en Normandie. Depuis petite, en fait, je sais pas, je me sentais pas vraiment à ma place. Plus les années passaient, plus il y avait un gap entre vraiment ma pratique, ma façon de voir les choses et la réalité. Ouais. Et en fait, bah, moi, depuis toujours, je me suis toujours sentie tirée vers l'extérieur. Donc, j'allais pas rester en France. Même de toute façon, c'était même pas une question de din, c'était une question de, genre, juste sociétale, quoi. Bien-être. Voilà, bien-être. Je pouvais pas rester en France, il se passait tellement de choses mauvaises, le pays vraiment était tiré vers le bas, et toujours tiré vers le bas d'ailleurs. Donc je me suis dit non, il y a des opportunités ailleurs, ma vie elle va pas se cantonner qu'en France, en fait c'est pas possible, je vais pas finir comme ça. Et donc voilà, et en fait voilà, donc on évoluait comme ça, on a évolué comme ça, et après il y avait la question de hijra. Et moi, j'avais fini mes études, mon mari, c'est bon, il travaillait, etc. Il n'y avait pas grand-chose qui nous retenait en France, en fait. D'accord. Dès que vous avez eu votre premier enfant, les 2 premières années sont passées et la réflexion de la hijra, elle s'est posée naturellement, en fait. Ouais, naturellement. Bah, même, je te dirais, même juste avant, parce que donc, avant d'avoir notre premier, on était partis dans les Émirats. On était partis 2 fois. Donc, on a fait juste Dubaï au début. C'est pas le Dubaï d'aujourd'hui. Oui. C'était pas du tout comme ça. Et en fait, quand on est rentré, on a senti une sorte de dépression, de burn-out. Vraiment, on ne sentait pas notre place en France. Et quand j'ai vu en fait tout ce qui s'offrait pour les musulmans, non en fait, tu restes pas en France, non. Il y a des choses mieux, pourquoi je n'irais pas ailleurs en fait. C'est vrai. Et donc on est rentré, vraiment, on n'était pas bien de l'intérieur. Et puis franchement, on a vraiment travaillé pour partir. Donc moi, ce que je faisais, c'était vraiment prendre déjà beaucoup de recul, même par rapport à mes relations avec les gens, ma foi, qu'est-ce que je voulais vraiment dans la vie. Donc vraiment, je me conditionnais déjà. Parce que voilà, moi, je voyais loin. Je me suis dit, non, on ne reste pas en France, c'est pas possible. Parce que oui, le boulanger, la boulangère, le pharmacien, le docteur, oui, ils sont sympas. La maîtresse de maternelle, oui, ils sont sympas. Et alors, tu vis dans une société, même si les gens sont sympas, et qui ne sont pas forcément d'accord avec le système, le système, il est comme ça, en fait, il est déjà corrompu. Mais toi, tu as les moyens, enfin, les moyens, quand je dis les moyens, c'est-à-dire que tu es en capacité physique, bon, à part ceux qui sont malades, ou qui ont, voilà, à part... qui rentrent dans les catégories. Voilà, sauf exception, Yarni, je veux dire. Mais on peut, et c'est pas une question d'argent, hein. C'est vraiment pas une question d'argent, parce que nous, on n'a vraiment rien mis de côté, et en fait, on est parti que... après notre 5e en fait, notre 5e enfant. Et mais après voilà, là c'est parce que c'était pas notre heure, qadarallah. Et puis voilà, puis on a fait tout un travail. Moi j'ai essayé vraiment d'être minimaliste, c'est-à-dire je voulais pas m'attacher au matériel, m'attacher à ceci cela, à des gens, à des choses qu'on faisait, des activités, etc. Toi, la hijra, ça y est, elle était déjà dans ton cœur à ce moment-là. C'était obligé. Alors, au départ, c'était pas une hijra par rapport au djinn. C'était vraiment juste condition humaine. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Ma religion tranquillement, je veux être bien aussi. Ouais, et après, dans un deuxième temps, là, c'était vraiment par rapport à la condition de l'islam. C'est-à-dire que vraiment, l'islam est vraiment honoré.
qu'en France, quand tu vois qu'il y a des mamans, parce qu'elles sont voilées, elles ne peuvent pas emmener leurs enfants en sortie, juste en sortie, aller voir des animaux dans une ferme pédagogique, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, il est mis à terre comme ça, de cette façon. Et donc du coup, moi, de toute façon, je voulais quitter la France. Ça y est. Nous, on faisait école à la maison. Ça faisait 9 ans qu'on faisait école à la maison. Et il y avait plein de choses qui s'entendent. Alors là, quand ils ont parlé d'arrêter l'école à la maison avec l'islamisme, je sais pas, ils ont commencé à faire des amalgames de fous. Genre vraiment, c'était inacceptable. Et donc du coup, non, moi, je voulais partir. Voilà, et après, je lui dis, fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, je m'en fiche. Tant que je pars. Ouais, tant que je pars, c'est bon. Dans un pays musulman. Voilà, c'est bon, on part. Un an avant, j'ai préparé, en fait. Un an avant, c'est bon. Moi, j'avais dit aux enfants, c'est la dernière année d'école à la maison. Mais comment tu les as préparés, justement, eux? Tu sais, mes enfants, c'est pareil, hein. Ils aimaient bien partir, découvrir. De quand j'aurais dit, on part dans un nouveau pays, machin. D'accord. Ok, on prépare les valises, et puis je vais prendre ci, on prend ça. Il n'y avait pas de souci. Ils n'étaient pas, oh non, on va quitter nos copains, on va quitter ça. Non, franchement, bismillah. Alhamdulillah. Ouais, ça, c'est une yama, franchement. Alhamdulillah. Ouais, comme je t'ai dit, on n'était pas attachés vraiment, on va dire, aux gens. C'est bon, on avait fait le tour. C'est parti en quelle année? C'est arrivé en quelle année? De quoi? En Égypte? Oui. Ben là, il y a 3 ans. Comme je te disais, moi, on est d'origine égyptienne, pas mon mari. Hein. Moi et mes parents, Yanni. Mais moi, comme j'ai eu une très mauvaise expérience en Égypte, c'est-à-dire à Alexandrie quand j'étais jeune, et puis quand j'y allais, c'était sous Moubarak. Donc il n'y avait pas encore les printemps arabes, etc. Okay, et il y avait beaucoup d'harcèlement, mais énormément d'harcèlement de rue. Et moi, j'avais déjà mon tempérament, je détestais ça. Mais vraiment, qui aime? C'est juste que moi, en fait, j'avais vraiment la haine. Vraiment, c'était pas genre juste ça m'embêtait, c'était vraiment, j'avais la haine. Et donc voilà, pour moi, pas du tout. Hein. Moi, j'étais vraiment tournée vers les Émirats. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément Dubaï, mais voilà, d'autres Émirats. Sauf que mon mari, peut-être 2 ou 3 ans avant, il fait un cursus en Arabie Saoudite. Donc il part. Et il me dit, ouais, et puis il y a ci, il y a ça, puis j'ai rencontré des frères de là, et puis on discute, et puis machin. Et en fait, il se rend compte qu'il y a plein de frères, avant d'arriver en Arabie, ils étaient en Égypte. Et donc, il me parle de l'Égypte, et je lui dis, non, mais il n'y a rien en Égypte. Comment ça, islam, Égypte? Enfin, pour moi, ça ne va pas ensemble, tu vois. Mais vraiment, j'avais vraiment ce point de vue-là. Et je lui dis, non, ça ne va pas ensemble, qu'est-ce que tu me racontes? Et il me dit, si. Et après, il me parlait du Caire. Et après, je dis, non, le Caire, moi, je ne connais pas. Et en fait, plus il m'en parle, plus moi, je vais chercher aussi. Et je tombe sur des témoignages de sœurs. Et en fait, c'est vraiment, moi, les témoignages, c'est vraiment ce qui a concrétisé la chose. Rien à voir avec mon sang égyptien, rien du tout. Est-ce que tu te souviens en particulier d'un témoignage ou de quelque chose que tu as lu qui t'a marqué? Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est la sérénité. C'est vraiment les retours d'expérience de sérénité, c'est-à-dire que tu te sens bien. Des témoignages donc, sur les blogs, j'ai regardé aussi des vlogs, ça j'aime bien regarder les vlogs, et beaucoup après Instagram. Instagram, les sœurs qui montrent leur quotidien. Et c'est vrai que pour moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça l'Égypte. Je suis passée à côté de ça. Ouais, non, mais c'est pas possible. Et c'est vrai que moi, avant notre arrivée en Égypte, j'étais pas revenue depuis quand? Mais depuis au moins 15-16 ans. Ah bah d'accord. Oui, okay. C'est pour ça que moi, j'avais... faut pas me dire, ouais, toi, t'es égyptienne, c'est facile pour toi. Non, moi, franchement, je suis arrivée en tant que Française et je connaissais rien. Et j'étais sous Moubarak. Ça veut dire que avant les printemps arabes, c'était pas comme ça du tout. Il y a plein de choses qui ont changé. Et quand je suis arrivée, c'était découverte aussi. Revenons-en à l'épisode où donc ton mari est arrivé. Vous êtes arrivé en l'occurrence en famille. Et donc revenons-en au moment où vous êtes arrivé en famille. Vous avez passé 10 jours en famille avant que ton mari n'ait à repartir. Donc là, tu m'as expliqué que brièvement, tu as dû installer l'appartement, prendre le strict minimum pour tenir avec les enfants. Et c'est là que tu as fait la rencontre d'une voisine qui était assez importante. Oui, alors ma belle, et je sais qu'elle va écouter, Inch'Allah, que j'embrasse fort, parce que maintenant elle a quitté l'Égypte.
Donc j'ai vraiment tissé un lien exceptionnel, comme je disais, très très fort. Et donc voilà, donc en fait, les premiers mois, j'ai lavé mon linge chez elle. Donc elle lavait mon linge et puis après elle me le repassait. C'était trop drôle parce qu'en fait, c'est son mari qui faisait la navette. On était sur le même palier, hein, mais tu sais, il toquait à ma porte, il prenait, et après il repartait, il revenait retoquer pour que je sache que le sac de linge était là, etc. Qu'elle les récompense vraiment, et grandement. Vraiment, je me suis vraiment... Enfin, on s'est attachés, de toute façon, les deux familles, dans ma Berek, enfin, que ce soit même son mari et mon mari. Vraiment, on avait vraiment un super lien dans ma Berek. Et donc, voilà. Et donc, du coup, là, c'est la période où je suis seule, quoi. Je suis seule avec les garçons. Enfin, les garçons, je dis les garçons parce que ma fille, elle était vraiment toute petite. Qui était quand même fatigante, très, très, très fatigante. J'ai perdu du poids. Mais c'était pas non plus catastrophique. Enfin, je dis ça avec le recul, mais c'est vrai que sur le coup, tu sens que c'est une épreuve, quoi. Tu sens qu'il faut assurer, il faut pas baisser les bras. Parce que si jamais tu es dans un moment vraiment de faiblesse psychologique et tu dis jamais je vais y arriver ou quoi, ton shaitan, il va commencer à... là, tu lui as ouvert une porte, en fait. C'est ça. Donc là, vraiment, ça peut vraiment aller très, très loin. Mais alhamdoulilah, voilà, je m'étais conditionnée. D'accord. Ok. Je savais que c'était dur, c'était très dur, hein, ça l'était, mais voilà, tu sais, c'est comme quand tu fais, je sais pas, une compétition ou quoi, tu sais que c'est difficile, mais il y a un début, une fin. Ouais. Alhamdoulilah. Donc bon, il fallait vraiment tenir. Et après, voilà, après, c'est aussi personnel, parce que tu te dis aussi de quoi je suis capable, jusqu'où je suis capable d'aller, en tant que personne déjà, et en tant que mère, parce que c'est ça en fait. Imagine, demain je perds mon mari. Il faut bien que je me débrouille toute seule. Amine. Plein de choses comme ça. Il peut arriver n'importe quoi. Une grosse catastrophe. Il faut vraiment de toute façon être préparé à ce genre d'éventualité. Donc il ne faut pas se laisser et puis dire non, de toute façon c'est mon mari qui fait tout. Moi je sais pas. Je fais tout le temps avec mon mari, j'ai pas l'habitude. Ouais, mais il faut. Et moi il y a plein de choses que je faisais pas. Moi c'est quasiment moi qui ai tout fait en fait. Donc bon, même les démarches pour les papiers, moi j'avais pas mes papiers quand je suis arrivée. J'ai été, je crois, peut-être 4 mois illégale, genre, parce que quand je suis arrivée, j'ai fait un visa comme tous les Français, ou les étrangers, mais j'avais pas eu papier égyptien parce que mes parents, ils avaient jamais fait ça, en fait. D'accord. Parce qu'ils se sont jamais dit un jour que j'irai en Égypte, tellement j'aimais pas ça, bref. Donc du coup, moi, j'ai dû faire, etc. Puis c'était très, très difficile aussi, hein, pour moi, pendant des mois. Puis j'ai failli abandonner plusieurs fois. Alhamdoulilah, il y avait une sœur, Sarah aussi, que j'embrasse, qui, elle, pareil, elle est... d'origine égyptienne, mariée avec un non-égyptien, et elle a fait aussi ses papiers. D'accord. Donc en fait, elle m'a vraiment soutenue, elle m'a dit non, n'abandonne pas, t'es bientôt arrivée. Là, c'était vraiment la partie la plus difficile, à chaque fois c'était ça. Mais non, c'est bon, là c'est bon. Et moi je dis non, j'en peux plus, franchement, je laisse tomber, c'est pas grave. Et en fait, elle était tout le temps en train de m'encourager et tout, alhamdoulilah, donc jusqu'à temps que je les ai eus. Et bref, plein de choses comme ça que en fait, j'ai appris à faire. Et c'est comme ça que tu travaillais pour préserver ta hijra, toi. Ouais. Mentalement, je veux dire. Mentalement, ouais, et c'est aussi à travers des doigts. Franchement, ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, je demande vraiment à Allah Azzawajal de faciliter la hijra, parce que c'est pas genre, c'est bon, t'as des papiers, t'es sur une terre d'islam, c'est bon. Non, il peut arriver n'importe quoi demain. Donc vraiment, qu'Allah préserve notre hijra, qu'elle nous facilite la hijra, parce qu'en fait, c'est vraiment un long chemin. Parce que tu laisses quand même toute ton enfance, tu laisses la famille, des gens, des habitudes. Même si moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de mal, il y en a, c'est vraiment un déchirement. Et en fait, plus l'épreuve et plus le déchirement est intense, mieux ça sera pour toi, dans ton cheminement, en fait, personnel. On va revenir un petit peu en arrière. Oui. Quand tu es arrivée, comment ça s'est passé pour l'inscription des enfants? Enfin, là, tu étais dans un nouveau monde, vu qu'ils étaient pas à l'école avant, là, il fallait les inscrire. Oula, ouais, alors ça, c'est un long cheminement. En partant de France, j'ai dit, de toute façon, vous allez, Inch'Allah, vous êtes inscrits à l'école, ok? Mais on n'avait pas dit quelle école. Ah, ok, d'accord. Et toi, tu avais fait un repérage? Non, parce que ça, j'avais pas compris non plus. D'accord. Comment ça fonctionnait. Alors, c'est compliqué, hein. L'histoire des écoles en Égypte, c'est très très compliqué parce que c'est une très grande ville. Oui. Et il y a énormément d'écoles.
Et c'est pas comme en France où on a les secteurs et on demande des dérogations ou des machins ou... Non. Là, en fait, toi, tu as le choix. Mais tu as beaucoup trop de choix. C'est pas possible. C'est vrai. Et c'est des heures et des heures de recherche et tout ça. Ce qu'on a fait, c'est que, et c'est ce que je conseille aux mamans, en général, c'est que les enfants, tu les mets en hadana. Donc tu te dis, bon, ton enfant, il a 7-8 ans, et il va être en crèche. Non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Bon, c'est pas une crèche. Une hadana, c'est vraiment là, pour les étrangers, on va dire. Voilà, quelques années, ok, ou même un an, dans un environnement qu'avec des étrangers. Donc t'es pas avec des Égyptiens. À part les tout petits. Et voilà, quand ton enfant, je sais pas moi, il a 4, 5, 6, 7... Tu peux le mettre dans ce genre de hadana pour les étrangers. Donc là, tu as un programme en arabe. En général, les hadana, elles sont toutes plutôt bien. Il n'y a pas de meilleure hadana que l'autre. Oui. Ça dépend de ton enfant, comment il est. Similaire, Oui, tous les programmes sont bien. anglais, arabe. Alors, anglais pas partout. Oui, il y a des hadanat qui ne font pas d'anglais. Ils font que Coran arabe et religion, c'est-à-dire des hadiths, sira, etc. Ça dépendra des jours. Voilà, donc toutes ne font pas anglais et maths, par exemple. Il faut se dire que les hadana, c'est pas une vraie école parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de certificat, tu n'as rien. Okay, donc tu pointes et tu payes par mois et c'est tout. Tu apprends et khalas. Par contre, l'école, la vraie école, c'est-à-dire que ce soit public, parce qu'il faut se dire qu'il y a des familles qui sont là depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, et des enfants qui sont partis en public. Donc je précise qu'il y a public, il y a privé et il y a international. D'accord. Il y a Azhar, attention. Et dans Azhar, tu as public ou privé. Et en fait, ces écoles, elles te demandent un certificat. Et elles veulent les bulletins de l'année précédente. Donc les bulletins de notes. Okay. Donc quand toi, tu as fait école à la maison, ou quand tu as fait 2 ans à Hadana, bah, tu n'as pas de traces en fait. Bien sûr. Donc comment tu t'inscris à l'école ? Tu comprends maintenant la réflexion ? Ah ouais. C'est ça en fait ce qu'il faut. Mais c'est par rapport à l'âge, parce que si c'est un enfant de 3 ou 4 ans, bah, ouais. Il était en Hadana avant, oui. Même si c'est un Égyptien. Oui, voilà. Alors là, moi je te parle à partir de grade 1. Grade 1, c'est l'équivalent de la CP. Ah, d'accord ? Okay, donc avant ça, c'est pas grave. Voilà. Avant ça, c'est pas grave. Quand ton enfant il a Hadana, il a 3 à 4 ans, il a Hadana, nickel, il n'y a pas de souci. Par contre, à 6 ans, il faut vraiment inscrire en vraie école. D'accord. Donc les sœurs qui ont des enfants de cet âge-là, voilà, prenez des notes. Il faut faire attention. Faites bien vos recherches. Voilà. Et c'est très très compliqué, c'est très très long, laborieux. Mais c'est faisable. Ah bien sûr, c'est faisable, mais il faut y aller. Enfin, il faut travailler. Hein. C'est-à-dire que ça demande vraiment beaucoup de temps et d'énergie de la part du parent. Ça, je préfère vous prévenir parce que c'est pas comme ça. On va aller sur un groupe et puis tu vas trouver tes réponses. Non, pas du tout. Ben, malheureusement, en fait, hein, c'est vraiment pour te dire parce que le Caire, grande ville, et tu as vraiment 15 000 écoles. C'est vraiment... ça, c'est impressionnant. Oui, voilà. Le choix, c'est... Ah oui, tu tapes school sur la Google Maps, tu vois, mais tu as des points rouges partout. Oui. Voilà. J'ai vu, j'ai commencé à regarder moi aussi. Voilà. Pourtant, il a 3 Donc, ans. je préfère vous prévenir que c'est... Voilà, il faut réfléchir comme ça. Quand tu vas dans les vraies écoles, ok, donc les écoles du gouvernement qui sont vraiment... comme on dit, rasmiya, parce que les hadana, ils vont dire laysa rasmiya, ça veut dire que c'est pas officiel. Tu n'auras pas de papier, tu n'auras pas de certificat, rien du tout. Okay, tu vas juste apprendre et puis, alhamdoulilah, mais c'est tout. Donc, quand tu vas dans les écoles rasmiya comme ça, n'importe laquelle, donc ils te demandent bien sûr le dernier bulletin, enfin les derniers bulletins de la dernière année. Et en fait, ils te disent, voilà, toi, tes enfants, ils ont quel âge ? Parce que ça commence toujours comme ça. Ils prennent une feuille, ils te disent, ok, je t'écoute. T'as combien d'enfants ? Ils ont quel âge ? Tel âge, c'est cette classe. Ok, maintenant cette classe, qu'est-ce qu'ils apprennent ? Donc moi, je veux voir le niveau d'arabe, anglais, Coran, maths. Ils te disent déjà que c'est en anglais, maths et science, en fait, tout ce qui est sciences et tout ça. Sciences mondaines, oui, c'est... Voilà, exactement, c'est en anglais. Et par exemple, donc, si tu vas à Azhar, eux, ils sont très axés sur le Coran. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas passer ton test, ça sera un test sur de Coran. Et test de Coran, par rapport à la classe où tu es, il te demande tant de choses. Sauf que moi, mes enfants, on arrive, ils n'ont même pas juz amma en fait. Donc toi, il faut que tu ailles chercher dans telle classe, tel niveau, ils font quoi comme programme ? Tu prends le programme et en fait, tu vas le travailler. C'est-à-dire que j'allais pas prendre toute l'année. Je me suis dit, je vais prendre un peu de ça. Il faut qu'ils aient au moins les bases. Et après, ils vont se débrouiller. Mais au moins, je leur donne déjà les bases. Donc, on a fait ça la première année. Première année,
Donc je découvre en fait les programmes de tout ça. On travaille, on se pointe au test, ça va pas, donc je demande à rétrograder d'1 an. Donc je leur demande de me donner les mêmes choses, mais 1 an avant. Ce que je faisais, c'est que en fait moi je me disais ils vont faire le test. Il faut que je leur apprenne comment répondre à des questions. Tu comprends le truc? Okay. C'est-à-dire que j'ai pas fait j'ai pas fait toute la programmation d'anglais. C'est pas possible. Donc je leur ai montré comment on répond à des questions. C'est-à-dire quand tu as where, ça veut dire où. C'est-à-dire qu'il faut que tu cherches dans le texte une localisation de quelque chose. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Des tactiques que tu as mis en place. C'était vraiment des tactiques, exactement, c'était le mot que je cherchais. C'était des tactiques. C'était pas, faut pas croire que j'ai fait tous les programmes début jusqu'à la fin. Absolument pas. Tu n'avais pas le temps de toute façon. Ah non, c'était pas possible, voilà, ça c'était impossible. Et franchement, pour te dire, mon grand, il a eu 18. Allahumma barik. Il a eu 18 alors qu'il avait rien. Et vraiment, c'était par tactique. C'est bien. Et en fait, ouais, il me disait, en fait, j'ai rien compris. Je dis, oui, je sais, c'est pas grave si t'as rien compris, c'est pas grave. C'est juste le test pour entrer dans les... C'est pas grave, tu vas apprendre. Bon, bah voilà, stratégie de pirate. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas possible. Et après, jusqu'à temps, j'ai parlé avec une copine, puis elle me dit, ouais, moi, je suis arrivée que l'année dernière. Et je lui dis, mais attends, t'es arrivée que l'année dernière et tes enfants, ils sont à l'école et t'as pas eu de soucis avec les écoles. Je crois qu'elle venait de UK. D'accord. Voilà, ses enfants, ils avaient fait leur scolarité là-bas. Et en fait, je reviens dessus, mais attends, et je lui dis, mais attends, toi, ça fait même pas 1 an que t'es en Égypte et t'as pas de problème. Genre, en fait, t'es arrivé, t'as mis tes enfants dans une école et c'est bon. Elle me dit, oui, je dis, mais c'est pas possible. Et après, je lui dis, non, attends, c'est pas normal de galérer autant. Et en fait, je suis repartie vraiment dans une autre filière, on va dire, ou notre système, c'est international. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, bon, voilà, je mets une croix sur Azhar, tant pis, Qadarallah. Et puis on va aller sur l'international. Et puis là, international, qu'est-ce que je découvre? T'as international normal et international islamique. Et international normal, déjà, les filles et garçons sont mélangés, d'accord? Il n'y a pas vraiment d'heure de salat, même si les profs sont musulmans. Mm-hmm. Mais il n'y a pas, c'est pas... Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de pause. Voilà. Ouais. Ils vont faire aussi, je sais pas moi, d'autres fêtes. Nous, on ne fête pas. Il n'y aura pas vraiment de sciences religieuses. Voilà. Parce que c'est censé être genre laïque ou je sais pas quoi là. Et surtout, ils vont mettre des... En fait, il y a une matière style un peu comme éducation civique, tu sais. Mm-hmm. Et là, vraiment, ils vont te rentrer des trucs dans la tête. Style, oui, mon droit, le droit de l'enfant. Mais c'est tellement en fait maladroit. Mm-hmm. Moi, je vois où est-ce qu'ils veulent en venir, mais c'est trop maladroit par rapport à la société égyptienne. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Là, c'est vraiment, tu vois, genre vraiment une nouvelle génération de... j'ai le droit de... Non, mes parents, ils n'ont pas le droit de me parler comme ci, ils n'ont pas le droit de me parler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils remettent vraiment toute la culture en question en s'appuyant et en pompant en fait sur l'Occident. Alors que ça ne va pas du tout ensemble. Et en fait, quand on m'a dit, ah non, il y a international islamique, je dis, ah ok, donc pareil. J'ai cherché. J'ai cherché. Je suis tombée sur une et puis, alhamdoulilah, ça c'est bon. On a fait les tests. Je les ai tous, bien sûr, évidemment, rétrogradés. Moi, je leur ai dit, moi, mes derniers, là, je ne peux pas travailler avec eux l'anglais, il n'y a pas le temps, c'est pas possible. Et en plus de ça, grosse surprise, c'est que c'est ces systèmes britanniques. D'accord. Et c'est-à-dire que leur anglais, c'est un anglais, mais genre plus. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils avaient réussi, mes enfants à Azhar, ben là, c'était mort. Là, c'était des notes catastrophiques. C'était des 4, c'était catastrophique. D'accord. Et là, j'ai dit, non, mais ça, c'est pas possible. Donc, on a eu un rendez-vous, en fait, avec... donc, en visio avec une des directrices, etc. Ouais. Et donc, elle m'a parlé des notes. Ah. Donc, quand je vois les notes, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, elle me dit les notes de tout le monde. Je dis, mais non. Et en fait, elle me dit, c'est pas grave, on va quand même les prendre. Et ils auront, tu sais, des supports. Enfin, c'est support maths, support anglais, etc. pour les étrangers et tout. Et je dis, bon, franchement, tant que vous les prenez, moi, il n'y a pas de souci. Je fais ce que vous voulez. Je laisse vraiment, je lâche prise par rapport à l'instruction. Moi, c'est bon. Voilà. Peu importe, moi, les notes et tout. Un peu la pression par rapport à ça. Alhamdoulilah, tu t'es dit, c'est bon, là, ils sont dans une école. Voilà. J'ai enfin trouvé un équilibre. Alhamdoulilah. Du coup, ils sont tous rétrogradés d'1 an. Oui. Mais ça me va. Il n'y a pas de souci. Ouais, et puis maintenant, ça va aller vite. Parce qu'ils sont dans le un système, cadre, c'est bon. Ouais, c'est bon. Dans le système. Donc, il n'y a pas de... Quand on me demande des papiers, j'aurai papier. D'accord. Tu vois? Bon, partez de France avant 3 ans, s'il vous plaît. Avant les 3 ans de vos enfants pour vous épargner pas mal de... Enfin, un lot d'épreuves. Et de toute façon, quel que soit le pays qu'on choisit en faisant la hijra, il y aura toujours ce choix-là par rapport aux enfants, quoi. Quand on a des enfants, il y aura toujours cette réflexion qui va devoir être faite.
quelle école, quel système, quand c'est des écoles privées, publiques, qu'est-ce que je veux vraiment pour mon enfant, ce qui correspond par exemple à Farida va ne sûrement pas correspondre à d'autres sœurs, etc. Donc elle a tout dit quoi. Il faut chercher par soi-même. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu te sens toi dans ta hijra? Bah moi je suis vraiment sereine. Là je suis bien. T'as trouvé ton équilibre? Ouais, j'ai trouvé mon équilibre parce que en fait les enfants ça y est ils sont à l'école donc je sais quand est-ce qu'ils partent et quand est-ce qu'ils rentrent. J'ai mes activités à côté, je fais du sport, je fais mes cours et je peux changer si je veux le mois prochain. Enfin c'est vraiment la liberté quoi. Ici en Égypte, la particularité de l'Égypte, c'est que tout est facile et tout est facilité. Il y a vraiment plein de choses à faire et pour tous les goûts et voilà. Alors je sors pas tout le temps, c'est pas mon truc de sortir tout le temps, mais voilà, je fais des choses pour moi. Je suis plus aussi exténuée qu'avant, donc il y a aussi une évolution dans ça. Donc ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah te préserve en terre d'islam. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à nos sœurs qui n'ont pas encore fait leur hijra? La terre est vaste. La terre est vaste, subhanallah, et faut pas se cantonner à juste son pays, sa ville, son quartier. On a tellement d'opportunités en fait ailleurs, dans notre dîne. Hein. C'est vraiment, il faut qu'on se demande, où est-ce que je veux aller, comment je vais évoluer dans mon dîne. Faire confiance à Allah Azzawajal, pourquoi ? Parce que faut se dire que, faut se demander la relation que j'ai avec mon Seigneur. Elle est comment ? Il t'a choisi toi pour être sur cette voie. Donc j'ai pleinement confiance en lui. Je sais que je vais l'invoquer, il va me répondre. Faut garder cette relation-là avec son Seigneur. C'est une belle manière de conclure notre entretien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, qu'Allah te récompense. Qu'Allah préserve ta hijra, ainsi que celle de toutes les sœurs qui nous écoutent, qui sont en hijra, qui y réfléchissent, qui l'envisagent. Si vous êtes là, déjà, c'est qu'il y a une petite graine qui commence à germer. Et n'hésitez pas à la suivre. Je vous ai dit sur Instagram, le Instagram, c'est l'atelier des mamans. Et de participer à ces ateliers si vous êtes au Caire. Il me semble que maintenant, c'est ouvert même à l'international. Tu fais ça en bientôt aussi. Inch'Allah, bientôt. Restez à l'affût. Barakallahu fiki. Merci. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salam wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout merci à nos sœurs qui prennent de leur temps afin de vous être utiles dans votre cheminement vers la hijra. N'hésitez pas à soutenir le podcast en lui attribuant une bonne note ainsi qu'en le partageant au plus grand nombre de sœurs. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.